Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Bonjour. Un accord à portée de main, ce sont les informations qui nous viennent des négociations entre Israël et le Hamas. Libération d'otages contre une trêve dans la bande de Gaza, c'est ce qui est en discussion. Un nouvel accord signerait la fin de la guerre, tout simplement ? Pas tout à fait la fin de la guerre, mais en tout cas, ça ouvrirait une période de plusieurs semaines au moins, pendant laquelle il serait probablement exclu qu'il y ait soit des opérations militaires israéliennes visibles, soit des actions de la part de ce qu'il reste du Hamas. Je crois qu'on n'a jamais été effectivement aussi près d'un accord. Il faut toujours se méfier, c'est toujours au dernier moment que ce type d'accord peut capoter. Mais là, c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi près d'un accord, tout simplement parce que les conditions s'y prêtent des deux côtés, alors que ce n'était pas le cas il y a 3 mois ou 6 mois. Le président américain Joe Biden semble très optimiste, il dit qu'on y est proche. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, semble ignorer les pressions de ses ministres d'extrême droite qui, eux, rejettent catégoriquement un accord avec le Hamas. Comment vous expliquez ce changement de pied de la part du Premier ministre israélien ? D'abord, ce n'est pas le Premier ministre qui décide tout seul. En Israël, c'est le cabinet de sécurité, c'est une petite équipe autour du Premier ministre. On n'est pas en France. Oui. Le Premier ministre ne décide pas de tout. Netanyahou a toujours été soumis à 2 pressions contradictoires, celle qui visait à le convaincre qu'il fallait aller jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences, y compris en termes de victimes, et celle qui disait, notamment de la part de la société civile, naturellement, que la priorité devait être la libération des otages. Pendant très longtemps, sa priorité, ça a été justement la réduction, dans tous les sens du terme, des capacités du Hamas, quel que soit le prix à payer pour la population de Gaza. Aujourd'hui, on va dire que ça penche un petit peu de l'autre côté, mais c'est aussi parce que on est à plus d'1 an d'opération militaire et on est juste avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Alors ça, c'est l'un des facteurs. Vous disiez les conditions se prêtent à un accord de trêve et d'échange d'otages. Quelles sont les autres conditions qui font qu'aujourd'hui cet accord est possible ? Vous savez, on parlera peut-être de l'Ukraine tout à l'heure, mais les cessez-le-feu, ça arrive souvent quand les 2 parties sont fatiguées. C'est une expression qu'on utilise souvent. Et là, c'est vrai que le Hamas n'a plus beaucoup de capacité. Sa popularité dans les territoires palestiniens a baissé. Et c'est la même chose pour le gouvernement de Netanyahou. Le facteur Trump, il intervient d'une manière un peu différente. Trump n'aime pas la guerre, parce que la guerre, c'est pas bon pour le business, tout simplement. Et donc, il a lui-même fait pression sur Netanyahou, avec lequel d'ailleurs il s'entend pas aussi bien que ce qu'on dit parfois, pour qu'il se passe quelque chose avant le 20 janvier. Oui, Donald Trump qui a récemment promis l'enfer dans la région si les otages n'étaient pas libérés avant son retour au pouvoir. Son retour au pouvoir, c'est la semaine prochaine. Oui, et je ne suis pas sûr que le mot d'enfer change véritablement les choses, parce que force est de constater que c'est déjà un petit peu l'enfer. Est-ce que ça joue vraiment sur... Est-ce que le Hamas a davantage peur de Donald Trump que de Joe Biden ? J'en suis pas totalement certain. C'est un facteur supplémentaire, c'est pas le facteur principal. Dans le même temps, il y a encore des projectiles qui sont interceptés en provenance du Yémen, interceptés par Israël, des projectiles qui ciblent le sol israélien. Qu'en est-il aujourd'hui de la menace iranienne contre Israël ? L'Iran a été obligé de constater que ses leviers d'action contre Israël sont extraordinairement réduit aujourd'hui. La grande capacité iranienne dans les faits de dissuasion et d'attaque vis-à-vis d'Israël, c'était le Hezbollah. C'était pas le Hamas, c'était le Hezbollah. Or, celui-ci n'est plus que l'ombre de lui-même du point de vue militaire, même s'il a encore quelques capacités. Il y avait le Hamas, le Hezbollah, et le troisième H, ce sont les Houthis du Yémen, qui ne sont pas un instrument de Téhéran au sens où il suffit d'appuyer un bouton depuis Téhéran pour que les Houthis tirent des missiles sur Israël, mais qui sont quand même un des 3, et peut-être celui qui reste le plus efficace aujourd'hui, entre guillemets, pour frapper Israël. Ça veut dire que s'il n'y a plus de menace directe iranienne, à contrario, il n'y a plus non plus de raison pour Israël d'aller attaquer l'Iran. On sait que cette menace était agitée régulièrement ces derniers mois. Oui, je crois que depuis 20 ans, puisque maintenant ça fait 20 ans que cette histoire dure, Israël a appris à ralentir et à affaiblir le programme nucléaire militaire iranien par des moyens très divers qui vont du cyber au sabotage, aux attentats et parfois, comme Israël l'a montré il y a quelques semaines, et parfois aussi par l'attaque directe sur le sol iranien. Tout le monde s'attend à ce que les Iraniens,
tout le monde s'attend à ce que les Israéliens continuent à faire de même. Et l'hypothèse, le scénario auquel on pense beaucoup depuis, je le répète, déjà 20 ans, d'une grande attaque israélienne sur le programme nucléaire militaire iranien, j'allais dire que ça ne se ferait que si Israël estimait que l'Iran, cette fois, est sur le point de faire la bombe, et on n'y est pas du tout. On n'y est pas encore. Toujours dans la région Liban, après la guerre, la situation politique se débloque. Un président la semaine dernière et un Premier ministre hier, ça faisait 2 ans qu'on attendait ça. Est-ce que le Liban est en train de relever la tête ? On a l'impression que le Liban sort un peu la tête de l'eau, et pas seulement depuis 2 ans, mais ça fait quand même plusieurs années, presque plusieurs décennies, que ce pays souffre d'une instabilité politique chronique, et surtout que l'État n'a pas la capacité de s'occuper véritablement de la population, y compris parce que le Hezbollah était lui-même un État dans l'État. Il y a quand même donc des bonnes nouvelles parfois au Proche-Orient. Justement, est-ce que ça intervient parce que le Hezbollah est affaibli ? Bien sûr. La condition nécessaire, pas suffisante, mais la condition nécessaire pour qu'il y ait cette élection présidentielle qui se passe plutôt bien et cette nomination attendue d'un Premier ministre qui est une personnalité d'expérience et qui n'est pas simplement le résultat de calculs politiques, c'est quelque chose qui n'a été rendu possible que parce que le Hezbollah est considérablement affaibli au Liban depuis quelques semaines. Ça veut dire que ce pays qui subit depuis des années la guerre, des catastrophes aussi, on se souvient bien sûr de l'explosion du port de Beyrouth, une situation politique complètement chaotique, pourrait en 2025 voir un tout petit peu le bout du tunnel ? Oui, c'est certainement un signe d'espoir très intéressant pour le Liban et surtout pour la population libanaise. Il reste que l'État n'existe quasiment plus. C'est un État totalement corrompu, gouverné par une élite incapable. Et donc il faudra des années pour reconstruire un État qui fonctionne et qui s'occupe véritablement de la population sur l'ensemble du territoire sud-Liban compris. Ou qui est aux mains du Hezbollah ? Tout à fait. C'est quand même un véritable signe d'espoir. Il ne faut quand même pas bouder son plaisir, si j'ose dire. Il est rare que les bonnes nouvelles arrivent au Proche-Orient. Et pour la première fois depuis très longtemps, eh bien oui, effectivement, il y a une petite lumière au bout du tunnel pour le Liban. Bruno Tertrais, on le disait, moins d'une semaine avant l'investiture de Donald Trump, et avant même d'être investi, il dit vouloir s'emparer du Groenland, du Canada, rebaptiser aussi le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Pour tout ça, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ? Alors, moi je dis souvent qu'il faut le prendre au sérieux, mais pas le prendre au mot. Il faut le prendre au sérieux parce que, comme tous les dirigeants autoritaires, en général, Donald Trump fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Il a parfaitement réussi son coup. Il a imposé ce thème sur l'agenda. Il a fait ce que fait Donald Trump depuis des décennies, même avant qu'il fasse de la politique. Il commence par assommer tout le monde, et puis après on discute. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Regardez, les Groenlandais ont fait savoir à Donald Trump que oui, on peut discuter si vous voulez un peu plus de présence militaire. C'est à mon avis la mauvaise manière de traiter avec Trump. C'est-à-dire que vous entrez directement dans son jeu, comme l'ont fait d'ailleurs Ursula von der Leyen et Christine Lagarde, quand elles ont dit oui, on est prêt à acheter davantage de gaz naturel liquéfié. Mais en tout cas, regardez, ça marche. Ça veut pas du tout dire que Donald Trump va envahir militairement le Groenland, le Canada ou le Panama. Mais il fait l'actualité. Il va très très loin pour espérer négocier un peu. Exactement. Oui, mais ça, il le dit. Il a toujours dit qu'il fonctionnait comme cela. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi le prendre au sérieux. Je pense que ça se terminera essentiellement par des négociations commerciales et économiques difficiles, mais c'est comme cela qu'il fonctionne, et vous savez quoi ? Ça marche. Dans une semaine, dans même 6 jours, il sera à la Maison-Blanche, c'est lundi prochain, l'investiture. À quel type d'initiative il faut s'attendre dans les jours qui suivent cette investiture ? Alors, il avait promis, je vous rappelle, qu'il serait dictateur pendant 24 heures. Je pense que c'était quand même une boutade. Il avait aussi promis qu'en 24 heures aussi, il ferait la paix en Ukraine. Là, on sait déjà que le calendrier, c'est bien normal, a reculé, puisque il a donné quelques mois à ses équipes pour sortir quelque chose qui ressemblerait à un projet de plan de paix. Non, le grand sujet, le grand levier, celui qui affecte le monde entier, mais y compris l'Europe, c'est la question des droits de douane. Qu'est-ce qu'il va imposer comme sanctions commerciales de principe, parce que il arrive et puis il fait des sanctions de principe. C'est pas vraiment les sanctions, les droits de douane, mais c'est quand même une manière d'établir un rapport de force économique au Mexique, à la Chine et à l'Europe. Alors, les pourcentages sont importants. Est-ce que ça va être 10% ou 50% ? Ça change tout du point de vue économique et du point de vue
politique pour le pays ou les pays qui sont considérés. Bruno Tertrais, je vous interromps quelques secondes parce que pendant que vous parlez, il se passe quelque chose d'important que nous suivons depuis ce matin sur France Info. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h, mais on va tout de suite faire un détour par les Sables d'Olonne puisque Charlie Dalin qui est arrivé il y a quelques minutes, vous l'avez vécu en direct sur France Info, le Vendée Globe, Charlie Dalin s'exprime en ce moment. Le bateau est en parfait état grâce au super travail de l'équipe. J'ai les meilleurs du monde dans l'équipe. Guillaume Convescure, Jean-Yves Gault, Pierre, Coquin, Binge, Matt, c'est tous des champions du monde. Le bateau il est incroyable. Ils sont allés dans un détail fou de préparation. J'ai vraiment un bijou entre les mains pour faire ce tour du monde. J'ai pu tirer dessus comme jamais et il n'y a pas grand chose qui a bougé. En tout cas, tout ce qui a bougé, j'ai pu le récupérer parce que j'ai pu le réparer ou le remplacer parce que aussi tout le matériel embarqué était très très bien pensé. Et voilà, chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai pu le résoudre et remettre le bateau à 100% et continuer à attaquer. Et voilà, ça fait le résultat que ça fait. Et voilà, je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Et tu es quand même le premier marin à gagner et en tout cas à couper la ligne consécutivement 2 fois sur un Vendée Globe en première place. Voilà, Michel Desjoyaux reste le seul double vainqueur, mais je suis heureux de partager avec lui le fait d'avoir franchi 2 fois en premier la ligne d'arrivée de cette course mythique. Voilà, je suis fier de partager ça avec lui. Il faudrait que je revienne une 3e fois pour le rejoindre au club de la double victoire. Mais je suis vraiment heureux de 2 fois de suite d'arriver à franchir cette ligne. Mais je pense que ma copie 2024 elle est vraiment à maturité, elle est vraiment meilleure, une qualité bien supérieure à ce que j'ai pu sortir en 2020, même si 2020 était déjà super. Mais voilà, je suis vraiment content de mes trajectoires, de mes choix. Et ouais, c'est un super bilan de ce Tour du Monde, quoi. Et on t'a trouvé super serein, même dans ce match contre ton meilleur ennemi en fait depuis des années. Ouais, ça a été un match incroyable avec Johan. Vraiment chapeau à lui. Lui, c'est son premier Vendée Globe et pourtant on dirait que c'est son 3e ou 4e. Et il a attaqué comme un fou dans le sud. C'était vraiment incroyable à quel point on a l'impression qu'il avait fait le Vendée Globe toute sa vie et vraiment bravo à lui. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on a fait le tour du monde en si peu de temps parce que voilà, ça m'a aussi moi poussé à toujours renvoyer de la toile, renvoyer des riz, régler le bateau en permanence pour aller chercher les systèmes, creuser. Et voilà, je pense que c'est grâce à ce duel qu'aujourd'hui il y a un record de battu. Je pense que c'est grâce à Johan et au duel intense qu'on a vécu pendant une grande majorité du Tour du Monde. Voilà, 64 jours et 19 heures, l'arrivée de Charlie Dalin, ça fait 4 ans qu'on vit pour ça et ça y est, on a atteint notre objectif. La réaction en direct à l'instant sur France Info du vainqueur de ce Vendée Globe 2025. Bruno Tertrais, le patron de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne, est avec nous jusqu'à 9h. On le retrouve juste après le fil info. Il est 8h46, Maureen Suignard. Et vous venez donc de le vivre en direct sur France Info. Charlie Dalin qui remporte son premier Vendée Globe, dit être le plus heureux du monde. Le Normand est arrivé alors que le jour se levait sur les Sables d'Olonne. 64 jours et 19 heures de course. Charlie Dalin pulvérise le précédent record. Nous sommes peut-être à quelques heures d'un accord possible avec François Bayrou. C'est le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui l'affirme à l'instant. Le Premier ministre va prononcer sa déclaration de politique générale à partir de 15h cet après-midi. Et le PS espère qu'il va annoncer la suspension de la réforme des retraites. Si c'est le cas, les Républicains menacent de quitter le gouvernement. Il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe, rappelle le ministre de la Santé. Le pic de l'épidémie sera atteint dans une dizaine de jours, selon Yannick Neuder. Il précise que le plan blanc a été activé dans 87 hôpitaux. Cela permet de rappeler du personnel notamment. Et puis il faudra des dizaines de milliards de dollars pour reconstruire, selon Joe Biden. Le président américain s'exprime alors que les feux continuent de ravager une partie de Los Angeles. 24 morts selon le dernier bilan. De nouvelles rafales de vent à plus de 100 km/h risquent de favoriser de nouveaux départs de feu. France Info. Le 8-30 France Info,
Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec le géopolitologue Bruno Tertre, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique à l'Institut Montaigne. On parlait de la guerre en Ukraine, la volonté de Donald Trump de résoudre le conflit en 24 heures. Dans les faits, ça va prendre un peu plus de temps. Il a dit vouloir rencontrer Poutine pour mettre fin à la guerre. Est-ce que dans tout ça, les Européens ont leur mot à dire ? Il devrait, puisque ça concerne d'abord et avant tout le territoire européen. Et si les États-Unis, comme on le pense, s'intéresseront moins à l'Europe pendant le mandat de Donald Trump et davantage à l'Asie, eh bien, ils devront davantage prendre en charge non seulement l'aide à l'Ukraine, mais aussi peut-être leur propre défense. Donc, il est impensable qu'il y ait un accord global, qui à mon avis, on n'y est pas du tout, sans les Européens. Mais l'idée pour Donald Trump de sentir un petit peu le vent avec Poutine est une idée intéressante, parce que je pense, moi, que Trump va essayer de faire pression sur Poutine tout autant que sur Zelensky. On aurait, effectivement, si ce sommet a lieu, cette rencontre a lieu, quelques éléments de réponse à la manière dont Trump envisage éventuellement de jouer un rôle dans cette négociation. Mais où en est le rapport de force aujourd'hui ? Est-ce qu'il est en faveur de la Russie ou de l'Ukraine ? Eh bien, tout dépend de quel côté on est. J'allais dire que les deux parties sont considérablement affaiblies. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce qui est dans la tête des deux dirigeants. Poutine est considérablement affaibli, son pays va mal, mais en même temps, ses forces sont encore là et continuent à avancer. Dans la tête de Poutine, je pense qu'il se dit qu'il est en train de gagner. Parce que quand Donald Trump arrive à la Maison-Blanche, pour lui, c'est une forme de victoire. Il sait qu'il pourra compter, il pense en tout cas qu'il pourra compter sur quelqu'un de plus enclin à écouter les préoccupations russes que ça a été le cas avec Biden. C'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu durable avant très longtemps, parce que pour l'instant, la Russie n'est pas intéressée. Pourquoi d'ailleurs, il faudrait discuter avec Poutine, pourquoi est-ce qu'il tiendrait parole aujourd'hui plus qu'il y a quelques années ? C'est l'argument de Volodymyr Zelensky, et je pense qu'il a raison. La Russie a violé à peu près tous les accords, y compris avec l'Ukraine, y compris signés avec l'Ukraine, qui étaient en vigueur depuis des dizaines d'années. Donc franchement, seul un accord qui serait matérialisé sur le terrain par une présence militaire, par exemple, pour garantir un cessez-le-feu, pourrait laisser supposer qu'on a un cessez-le-feu durable. Mais je le répète, on n'y est pas du tout. Et les doutes que vous exprimez, ils sont parfaitement légitimes, et c'est une des raisons pour lesquelles l'Ukraine reste sceptique. Je voudrais un commentaire sur ces images qu'on a tous en tête, qu'on a vues avant-hier soir, hier matin, de ces soldats nord-coréens. Ce sont des images de propagande, de fait, puisqu'elles violent en quelque sorte la Convention de Genève, des soldats nord-coréens capturés par l'Ukraine. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de ce conflit ? Un, le fait qu'il y ait des soldats nord-coréens sur le terrain, et deux, que l'Ukraine les utilise en quelque sorte. La première chose, ça nous rappelle que le conflit s'est mondialisé. Ça n'est pas une guerre mondiale, mais c'est une guerre mondialisée. Les deux pays qui sont les plus proches aujourd'hui de la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, participent chacun à leur manière par des équipements militaires, des drones, divers types d'assistance, et avec la Corée du Nord, des soldats participent directement à ce conflit. Ça dit aussi que les Nord-Coréens sont mal préparés. Vous savez, ils n'ont pas fait la guerre depuis 1953. Et puis, ils arrivent, ils sont projetés sur le théâtre ukrainien sans savoir trop ce qu'ils vont y faire. Ils sont utilisés par les Russes comme chair à canon, littéralement. Et donc, il est normal que dès qu'il y a des prisonniers nord-coréens, on en parle. Le fait qu'il y ait des images, en fait, et vous avez raison de le souligner, c'est quelque chose de différent. On ne montre pas d'images de prisonniers de guerre. Ça viole la Convention de Genève. Face à ce contexte de guerre sur le sol européen, vous l'avez dit, Emmanuel Macron a répété lors de ses vœux sa volonté de voir naître une défense européenne. C'est devenu une nécessité, en fait ? Alors, quand on parle de défense européenne, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est davantage de coopération entre pays européens dans le domaine de la défense ? Ça, tout le monde est d'accord, on en fait de plus en plus. La question centrale, c'est est-ce qu'il va falloir que l'Europe, à un moment, se défende par elle-même contre une menace extérieure ? C'est quoi, c'est créer des troupes commune ? Non, c'est tout simplement fédérer une organisation commandée par les Européens pour que, sans les Américains, les Européens puissent se défendre. On n'en est pas là. Il n'est pas du tout certain que l'OTAN disparaisse. Il n'est pas du tout certain que Donald Trump se retire de l'OTAN. Mais aujourd'hui, on est obligé de penser à cette éventualité à laquelle on n'a pas voulu penser, sauf en France où on y réfléchissait de temps en temps, depuis 1949. Donc le scénario est possible. Il faut désormais le penser pour ne pas être surpris,
par une initiative de Donald Trump qui, comme on le sait, peut arriver du jour au lendemain. Vous parlez de l'OTAN. Quand les États-Unis, on évoquait tout à l'heure, commencent à menacer un pays de l'Union européenne d'envahir l'un de ses territoires, en l'occurrence le Danemark, dont dépend le Groenland, qu'est-ce qui reste de l'OTAN ? L'OTAN n'a jamais été une organisation dont le rôle est de régler les différends entre ses membres. Quand il y a eu dans les années 70 ou après des problèmes sérieux entre la Grèce et la Turquie, les États-Unis sont intervenus pour essayer de faire des allers-retours entre les deux, mais c'est pas le travail de l'OTAN. Je rappelle quand même que sur le Groenland, Donald Trump s'est simplement refusé à exclure l'option militaire. Il n'y a pas de menace d'envahissement, d'invasion du Danemark ou simplement sa partie groenlandaise aujourd'hui. Mais le rapport de force, je le disais tout à l'heure, est déjà établi. Les Américains toujours avec le nouvel homme fort de la future administration Trump, Elon Musk, qui multiplie les provocations et les ingérences dans les pays européens. Qu'est-ce qu'il cherche ? Lui aussi à faire du rapport de force et à faire comprendre aux Européens que désormais l'Amérique est de retour, pour utiliser un slogan réganien. Il ne veut pas que les Européens régulent davantage les réseaux sociaux. C'est aussi du rapport de force entre Musk et von der Leyen, la Commission européenne, et l'ensemble de l'Europe. Mais attention, je crois que nous, Européens, nous devrions nous rendre compte aussi que nous avons nos propres atouts et que Elon Musk a besoin des marchés européens. Quels atouts ? Il a besoin. Tout simple, celui que je viens de mentionner. Nous sommes un marché extrêmement important pour les GAFAM américains. Enfin, les réseaux, c'est lui qui les a. Les fusées, c'est lui qui les a. Les voitures électriques, c'est lui qui les a. Je vais vous dire, regardez, il y a une décision importante qui va se prendre aux États-Unis dans les jours qui viennent, c'est sur le fait de savoir s'il faut racheter la branche américaine de TikTok, par exemple. Oui. Ce que font les Américains avec TikTok chinois, nous, Européens, on peut le faire aussi avec les réseaux américains. On peut davantage réguler, on peut normer, on peut interdire. Alors, parfois, on le fait un peu trop en Europe, d'accord ? Mais l'Europe est un marché extrêmement important pour les États-Unis, pas seulement dans ce domaine, mais dans tous les domaines, et simplement partir du principe que les États-Unis ont aussi besoin de l'Europe, c'est déjà, c'est une posture que nous devons avoir vis-à-vis de Trump et Musk, au lieu de se dire tout de suite, oulala, il faut être gentil avec eux, sinon le ciel va nous tomber sur la tête. Oui, mais pour avoir cette posture-là, il faut que tout le monde soit d'accord au sein même de l'Union européenne. Tout à fait. Est-ce que vous embarquez Giorgia Meloni ? Est-ce que vous embarquez les Hongrois ? Alors, c'est effectivement une excellente question. Ce dont nous souffrons, nous, Européens, c'est de la désunion politique face aux États-Unis. Meloni, c'est pas forcément le problème numéro un. Je dirais que la Hongrie et la Slovaquie, qui ont des dirigeants, j'allais dire presque poutiniens, c'est vraiment le problème dès lors qu'on veut avoir une position commune sur des sujets qui ne sont pas de la compétence de la Commission, parce que la Commission a déjà un certain nombre de compétences par elle-même. C'est vrai, mais pour le moment, on s'en est pas trop mal tiré sur la question de l'Ukraine, par exemple. C'est-à-dire que les pays concernés n'ont jamais véritablement fait obstacle. Il y a toujours eu des compromis. Ça peut se faire dans d'autres domaines. Bruno Tertrais, les relations entre la France et l'Algérie ne cessent de se tendre. Plusieurs politiques, ministres se sont exprimés ici en France sur ce sujet ces derniers jours, en disant que l'Algérie cherchait à humilier la France. Ce sont les mots de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Alger répond par communiqué pour dire qu'il n'y a là aucune volonté. Quel pays entretient l'escalade ? Écoutez, très clairement, de mon point de vue, c'est l'Algérie qui entretient l'escalade, parce qu'elle estime notamment que la France a fait un choix stratégique vis-à-vis du Maroc il y a quelques semaines, quelques mois, en acceptant dans les faits la position marocaine sur le sud marocain, ce qu'on appelle le Sahara occidental. Ça a déclenché la fureur d'Alger, parce que du point de vue d'Alger, la France a toujours eu une sorte de position d'équilibrisme entre Alger et Rabat, et Alger a le sentiment, pas tout à fait à tort, que cet équilibre est désormais rompu. Et ça, c'est quelque chose. C'est vécu comme un changement de pied soudain, effectivement, sur ce sujet. C'est vécu comme un changement de pied que je ne qualifierais pas de soudain, mais j'allais dire que l'Algérie aurait dû le voir venir. Est-ce que les torts sont partagés ? Écoutez, non, je ne vais pas dire que les torts sont partagés. C'est très largement le régime algérien qui, à mon sens, ne vit que dans l'opposition permanente à la France d'une part, au Maroc d'autre part, qui est furieux parce que, effectivement, là, Paris a très clairement changé de stratégie et il y a une volonté d'humilier la France. Moi, ça me paraît évident. Alors, il y a eu la reconnaissance effectivement de la marocanité du Sahara occidental, c'est ça qui a déclenché la crise. L'Algérie se déshonore en ne libérant pas l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de son discours face aux ambassadeurs. Parler de déshonneur quand on parle du régime algérien,
c'est mal connaître le régime en question et c'est de son tromper de mots, c'est avoir les mauvais mots pour une telle situation. Je ne sais pas, je pense que la notion d'honneur est quelque chose qui est entendu différemment selon les cultures et selon les pays, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un discours d'abord pour les diplomates et pour la population française. C'était le discours aux ambassadeurs. Et après tout, je trouve que le mot n'est pas forcément mal choisi, de même que l'Algérie a fait le choix de ne pas reprendre l'un de ses nationaux, enfin un influenceur, voilà, sous des prétextes juridiques assez curieux. Bon, très clairement, on est, sinon dans une escalade, du moins dans une épreuve de force comme on n'en a pas connu depuis très longtemps avec ce pays. C'est-à-dire à ma connaissance, le fait que cette épreuve de force soit aussi enquistée, aussi importante et aussi multiforme, c'est quasiment inédit depuis l'indépendance. Alors vous le voyez, ces derniers jours, nombre de politiques font valoir leurs idées pour faire plier le régime algérien. Alors il y a de tout. Il y a remettre en cause l'accord de 68 qui octroie un statut particulier aux Algériens en matière de droit, d'emploi et d'installation en France. Il y a aussi la question des visas, l'arrêt de l'aide au développement, la question des droits de douane. Est-ce qu'il y a une seule de ces options qui est capable de faire plier le gouvernement algérien ? Je n'en suis pas certain et je crois que le problème c'est que vu d'Alger, l'Algérie s'estime en position de force. Alors il y a peut-être un accord que vous n'avez pas mentionné qui est un levier intéressant parce que ça touche directement les dirigeants algériens. C'est l'accord de 2013 je crois. C'est ce que propose Gérald Darmanin. Voilà, l'accord de 2013 sur en gros la liberté de circulation des diplomates algériens en France, je caricature un peu, qui est beaucoup plus facile à remettre en cause que l'accord de 1968 qui créerait des complications juridiques qui me semblent assez significatives. Donc je crois que c'est sans doute un premier pas. Et puis sinon, écoutez, il y a aussi la question de la coopération sur le terrorisme. Pendant très longtemps, l'Algérie a estimé que la France avait besoin d'elle pour coopérer sur le contre-terrorisme dans le Sahel. Je ne suis pas en mesure de vous dire si effectivement on a encore beaucoup besoin de l'Algérie. Ce que je sais, c'est qu'on a quand même beaucoup moins d'opérations dans le Sahel aujourd'hui que c'était le cas il y a 10 ans. Et donc, il y aura peut-être une possibilité, là aussi, de faire jouer le rapport de force. Merci Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Je signale votre dernier ouvrage, L'Atlas des frontières, nouvelle édition parue aux arènes. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely, pour les informer dans quelques minutes.